Comme à l'accoutumée, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter votre émission, notre émission Question de femmes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Arlette Soudan-Nounou, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, PCT en sigle. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez fait de l'éducation votre cheval de bataille en mettant sur pied un établissement scolaire de référence à Makabadilou. Et vous avez été décoré par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance. Tout à fait. Écoutez, vous savez, on ne peut parler de développement sans éducation. Et le parallèle ou le lien avec la politique, c'est parce qu'on ne peut faire de politique sans politique éducative. C'est pour ça que pour moi, ce sont des vers communicants et c'est par le biais du système éducatif que je suis entrée en politique. Et le chef de l'État, justement, m'a décoré par rapport au projet que j'avais initialement, qui est celui de l'institution Saint-François d'Assise, comme vous avez pu le dire, où je suis toujours fondatrice, j'en suis la fondatrice, mais également la directrice de l'établissement. C'est un établissement scolaire en périphérie nord. Aujourd'hui, lorsque vous appartenez à un pays, vous naissez là, modestement, lorsque vous pouvez contribuer ou participer quelque part, en apportant modestement votre pierre à l'édifice, on n'hésite pas. C'est donc modestement que j'ai voulu simplement apporter une part de moi dans ce Congo qui est le nôtre. Comment ça marche ? Écoutez, au bout d'une 5e année, nous avons fait pratiquement 90% au brevet. Nous avons pratiquement du 90 ou 95% au bac assez régulièrement. Le challenge en termes d'encadrant, donc de professeurs, comme d'assistants d'éducation, comme de techniciens de surface, parce que c'est une communauté éducative dans son ensemble. Je peux dire que l'ensemble devient cohérent. Il y a une culture d'entreprise qui est là, il y a l'envie de transmettre aux élèves qui est là. C'est un sacré challenge qui a été lancé au départ et je pense que je suis bien entourée parce que j'ai une très bonne équipe autour de moi qui a compris l'enjeu et que nous sommes tous unis autour d'un seul objectif, c'est donner sans compter de notre temps à nos élèves. Donc je peux dire que là, je salue toutes mes équipes qui depuis près de 5 années ne se lassent pas, sont toujours engagées, sont toujours pleines d'initiatives pour nous permettre d'avoir un bon niveau et d'avoir une structure qui reste novatrice, qui reste dans ce que nous prenons dans le cadre du projet éducatif, l'excellence. Donc on peut dire que le bilan est positif. Par rapport au retour que j'ai des parents lorsque les enfants nous quittent après le bac, lorsqu'ils passent de tests dans des écoles supérieures, des universités, que ce soit au Congo ou que ce soit à l'extérieur, généralement ils sont parmi les 10 premiers. Et généralement, ils ne reprennent pas non plus la première année et les parents nous disent que les enfants ont gagné en autonomie, ont gagné en maturité, en organisation, parce que c'est un tout. Nous formons là aussi des citoyens qui doivent pouvoir vivre dans ce qu'on appelle la vie en collectivité. On les prépare à la vie en collectivité. Et lorsqu'on a ce genre de retour... vivre ensemble. Voilà, tout à fait. Et lorsqu'on a ce genre de retour, on peut dire que cela peut être positif. Ça motive les parents. Mais écoutez, les retours qu'on a pour l'instant sont assez positifs de la part des parents parce que l'équipe est vraiment au service des élèves au niveau de l'institution Saint-François d'Assise. Et sur le plan de la pédagogie, régulièrement, les programmes sont revus à niveau, remis à niveau. Et nous avons une vie scolaire avec une conseillère principale d'éducation. Nous avons un centre de documentation et d'information qui permettent aux élèves réellement d'avoir recours à un fonds documentaire tout autant que les enseignants qui passent le temps à être encadrés par l'équipe éducative qui est là. Parce que nous les mettons en stage de niveau. Et je pense c'est bien la remise à niveau, ça permet aux élèves de relever leur niveau scolaire. Voilà, et puis nous avons aussi au centre ce qu'on appelle la médiation scolaire. Tout par l'échange, le discours. Je suis moins dans la sanction, mais plutôt dans la compréhension et l'explication, la sensibilisation et la pédagogie au sens propre du terme. Donc beaucoup d'éducation civique. Quel est votre souhait en ce qui concerne l'éducation au Congo-Brazzaville? Écoutez, le chef de l'État, dans son projet de société, le chemin d'avenir, a mis un accent particulier, très important, sur le système éducatif. Et vous avez vu que depuis près de 2 années, nous sommes dans l'année de l'éducation. Je me suis approprié cela, comme je vous l'ai dit en début de propos, il n'y a pas de développement sans éducation.
les choses se font au Congo-Brazzaville. On ne peut pas dire aujourd'hui que sur le plan de l'éducation, les choses ne se font pas. Mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il ne suffit pas d'avoir la structure comme telle, mais il faut également accompagner les personnes qui transmettent, donc les enseignants. Et je pense que pour harmoniser l'ensemble des établissements et l'ensemble des programmes, pour permettre qu'il y ait le même niveau sur l'étendue du territoire, à un moment donné, moi je pense qu'au niveau du système éducatif, il faudrait que l'on aille sur un plan Marshall qui nous permettrait de mettre à nu un peu, de décortiquer un peu ce pilier du développement, ce pilier du système de gouvernance qui nous permettrait aujourd'hui de retrouver un peu ces lettres de noblesse que nous avions post-indépendance, où beaucoup de nos cadres, tant congolais d'une certaine génération ou de l'Afrique centrale en particulier, sont passés sur les bancs du système éducatif congolais. Arlette Mouno, vous êtes une femme de tête. On peut dire que vous êtes dans tous les champs. Mais comment vous faites? Vous avez plusieurs activités. Écoutez, c'est vrai que nous ne l'avons pas relevé. Hein. J'ai un think tank qui est un cercle de réflexion où j'ai près de 2000 jeunes que j'encadre, qui sont tous un peu des universitaires. Athéna, pour ceux qui connaissent. Athéna, oui, on entend parler. C'est quoi son objectif? C'est simplement aider les jeunes à se sociabiliser, à s'intégrer dans la vie en général, après post-études supérieures, et avoir une approche et un regard un peu sur les faits de société de façon générale. Parce que vous savez, c'est pas tout d'avoir une formation de pointe, mais il y a ce qu'on appelle la culture générale, l'entrepreneuriat qu'il faut avoir pour soi, comment savoir frapper aux portes, comment monter des projets qui vous permettent, en dehors du tronc commun qui est la fonction publique, d'aller dans le système libéral également. Donc, comment je fais? Parce que il est vrai que je suis également épouse, mais cela repose sur des bons collaborateurs. Il faut faire le bon choix de collaborateurs, il faut avoir un bon agenda et surtout, il faut savoir ce que l'on veut et savoir s'adapter, savoir s'approprier, savoir être à l'écoute pour pouvoir relever réellement ce qui ne va pas et pouvoir et puis avoir de la pugnacité et puis avoir aussi l'envie de découvrir, la gourmandise de prendre les choses pour soi et puis faire tant de soi au quotidien, parce que c'est un emploi du temps où vous donnez énormément de vous pour les autres sans pour autant compter le temps. C'est même le sens même de mon engagement politique. C'est le citoyen au centre. Vous vous dévouez pour les autres et les autres vous le donnent en retour en venant vers vous, en vous transmettant les doléances. Pas pour que vous puissiez automatiquement les régler, mais pour que vous puissiez frapper aux bonnes portes pour pouvoir trouver des portes pour eux. Madame Soudon Nounou, comment appréciez-vous la situation de la femme en général? Écoutez, je ne veux pas simplement faire du Congo un cas particulier parce que la femme est toujours d'actualité, que ce soit au Congo et que ce soit en dehors de nos frontières. Et pourtant la femme est majoritairement dans le globe, celle qui aurait pu, celle qui est normalement au centre de tout. Elle est femme mère, elle est épouse, elle est conseillère, mais on a du mal constamment à lui donner cette place. C'est pour ça qu'il y a des avancées. Hein. Pour revenir un peu sur le cas particulier du Congo-Brazzaville, nous avons cette loi que le chef de l'État a engagée dernièrement, les 30% qui nous ont permis aux dernières législatives, aux dernières locales, de prendre en compte 30% de la participation des femmes dans le jeu électoral. Ce n'est pas peu. Il est vrai que nous attendons encore cette loi sur la parité. C'est un processus encore. Oui, qui nous permettrait d'être à l'abri, hein, d'être à l'abri un peu de différentes mauvaises foi, on va dire ça comme ça, des uns et des autres. Mais je tiens également à souligner que si les choses se font, les femmes doivent savoir que les choses s'arrachent. Nos mamans dans les champs qui gèrent les commerces informels depuis nous en donnent des claques, hein, nous donnent des leçons de vie parce qu'elles vont au champ, en même temps elles sont des épouses, en même temps elles s'occupent de leur foyer, elles arrivent à concilier toute activité et en même temps elles contribuent au foyer. Et vous avez la femme urbaine, celle que vous trouvez à la cité, qui aujourd'hui on retrouve dans les entreprises privées, on retrouve des femmes cadres, on retrouve des femmes... Elles sont pas nombreuses. Oui, mais elles sont pas pour l'instant nombreuses, mais cela commence à venir. Il y a eu une rupture à un moment donné d'encadrement entre les générations des mamans que nous avions, les Moutou Bayonne, les Dambenzé et autres, qui nous avaient plus ou moins montré le chemin. Mais j'aimerais que nous adoptions un peu l'attitude de Chipavita, qui était cette femme
qui a été là avant même nos indépendances, il y a un siècle et demi de cela, qui a bataillé tant pour les hommes et que pour les femmes, pour la liberté de nous autres aujourd'hui par rapport à cette puissance coloniale que nous avions là. Donc vous voyez que les femmes, qu'on appelle les Amazones, les femmes guerrières, ont existé. Donc ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui, mais cela aussi relève d'une volonté politique avant tout. Il faut s'affirmer aussi. Oui, d'avoir une femme, je le redis, et je pense ne pas souvent le dire assez souvent, et donc je ne bouderai pas, une fois de plus, de le redire en fin de compte, qu'il nous faut des femmes préfets. Il nous faut peut-être des femmes présidentes d'Assemblée nationale, des femmes peut-être au niveau du Sénat, présidentes du Sénat, pourquoi pas des femmes ministres d'État, pourquoi pas des femmes à des postes où on ne les attend pas. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Vous savez, lorsqu'une femme s'engage, généralement, la femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée, elle est déterminée parce qu'on ne veut pas lui faire confiance. Du coup, lorsqu'elle a accès à quelque chose, elle donne le maximum de ce qu'elle a. Et elle est... Regardez, je prends l'exemple souvent de ces femmes qui sont dans nos communautés urbaines, dans les mairies. Vous voyez comment les mairies des femmes sont tenues par rapport aux mairies des hommes? Comme quoi, donc j'inviterai le chef de l'État à nous faire un peu plus confiance, tout simplement. Ok, Arlette Soudan-Nono, donc nous sommes au mois de mars, au mois de la femme. Le thème retenu cette année, on parle de l'autonomisation de la femme. Que vous inspire ce thème? Écoutez, ce n'est que le continuement, le prolongement de ce que nous sommes en train de dire. C'est la femme, lui donner les mécanismes. Je vois même au niveau du ministère de la Femme, il y a beaucoup de séminaires qui accompagnent la femme dans le cadre de sa prise en charge, dans le cadre de son intégration, même dans la vie professionnelle. Il y a des initiatives qui sont prises même dans le cadre de l'engagement de la femme en politique. Et cela contribue, cela consolide tout simplement le fait que la femme aujourd'hui prenne toute sa place. Mais je le répète, il faut que la femme réellement ait envie, il faut qu'elle s'accroche, il ne faut pas qu'elle se décourage, parce que même les hommes eux-mêmes, comme des coqs, combattent entre eux, et il n'y a pas de raison que les femmes pensent qu'en tant que femme, il y aura un déroulé de tapis rouge. Voilà, parce que vous savez que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je prends également souvent pour exemple cette histoire de Nzango, où on a vu un homme se faire élire. Là n'est pas la question, mais l'Assemblée était majoritairement féminine. Donc voilà, c'est pas qu'il a démérité, mais je vous prends cet exemple pour vous dire que bon, on a dû batailler, ce monsieur a dû s'incliner parce qu'il a fait preuve de fair play, de compréhension. Et aujourd'hui, nous avons donc une dame à la tête de cette fédération, mais j'étais assez surprise de voir que majoritairement où nous sommes quelque part, et que ce ne soit pas la femme qui soit élue. Et vous avez régulièrement cela. Donc il est temps aussi que la femme, au lieu simplement d'attendre des politiques publiques, l'accompagnement, mais que la femme aussi doit pouvoir reconnaître les compétences et le mérite d'une autre femme lorsqu'elle a la possibilité d'accéder à une position qui permettrait au plus grand nombre d'en profiter. D'accord. Peut-on parler de l'autonomisation de la femme tant qu'elle reste sous-représentée? Je pense qu'il y a un pas qui est franchi. Il faut quand même le souligner, et que maintenant le train est lancé, et donc la femme ne doit pas baisser les bras. Elle doit continuer à batailler, continuer à occuper le terrain, continuer, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, à revendiquer, à prendre sa place, et ne pas hésiter à dire haut et fort ce qui ne va pas. Mais Arlette Soudan-Nono, on vous suit sur France 24, Africa 24, RFI, un peu partout. C'est par rapport à vos compétences? Non, mais écoutez, vous savez, je me suis lancée en politique avec ce que certains qualifient de franc-parler. Peut-être que j'ai une sincérité qui ne convient pas dans le métier dans lequel je me suis engagée, dans l'engagement politique qui est le mien. Mais je pense que si nous voulons aujourd'hui que les questions de gouvernance même, les questions même d'appropriation des mécanismes de gestion de notre pays fonctionnent, il faut dire les choses en toute simplicité. Et mon créneau, c'est la sensibilisation et la pédagogie en l'endroit du plus grand nombre, qui est le souverain primaire. Peut-être que les médias l'ont relevé, peut-être que je suis déformée par mon premier métier, qui est celui de femme de médias, peut-être que vous êtes sensible à cela, mais c'est à vous de me le dire, tout simplement. Arlette Soudan-Nono, nous sommes au terme de notre interview. Peut-être que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire qui n'a pas été dit. Ben, écoutez, nous avons un grand débat d'actualité aujourd'hui, le chef de l'État nous a invités à en débattre.
toute formation politique de tout clivage, société civile et autres, sans pour autant qu'il y ait des barrières qui soient mises en toute liberté, en toute responsabilité aussi. Et j'aimerais tout simplement dire au plus grand nombre qu'aujourd'hui, le débat sur la Constitution, moi je le prends souvent avec beaucoup de simplicité. Je pars d'un principe fondamental que les politiques ou la société civile souvent ne veut pas dire. Il faut que nous le disions suffisamment aux citoyens, au plus grand nombre, qui est le souverain primaire. Le chef de l'État, dans ses prérogatives de chef d'État, a le droit de consulter la population, quel qu'en soit le sujet, même dans le cadre d'un référendum. Ça fait partie de ses prérogatives. Qu'il y ait des gens qui soient pour ou des gens qui sont contre, il n'y a que le bulletin du pour ou du contre qui pourrait nous départager. Mais quand j'entends ici et là, certains qui disent à certains, le peuple a dit non. La question que je m'interroge, le peuple n'a pas encore été consulté. Donc il ne peut pas déjà avoir dit non. On ne peut pas prendre en otage ce peuple-là. Lorsqu'on dit le peuple a dit oui, ce peuple a dit oui où? Laissant le chef d'État dans ses prérogatives s'il le souhaite, parce qu'il ne nous a encore rien dit du tout. Il nous a dit discutez entre vous. Mais entre-temps, cette constitution pose problème à mon niveau également. Donc ça serait bien que nous mettons un peu les choses à plat, parce que lorsque le chef de l'État... Il faut aller au dialogue peut-être. Dialogue, le président...